Bonjour à tous. Merci de nous préférer chez vous. L'affaire des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis plus de 4 mois à Bamako était l'un des sujets lors du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'était tenu dimanche 4 décembre à Abuja, au Nigeria. Le sommet a désigné le Togo pour demander leur libération aux autorités maliennes. Et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, s'est donc rendu à Bamako jeudi 8 décembre. On va parler de cette visite avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel. Une fois encore, on va suivre cet élément qui illustre les éléments qui ont beaucoup, si on peut dire, qui ont meublé ce sommet à Abuja. Les transitions démocratiques et la lutte contre le terrorisme, ce sont les principaux objectifs du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Réunis ce 4 décembre à Abuja au Nigeria, la CEDEAO donne un ultimatum au Mali pour la libération des 46 soldats ivoiriens. The leaders have also looked at the transition. Les dirigeants ont exprimé leurs préoccupations concernant la détention continue de 46 soldats ivoiriens au Mali et appellent les autorités maliennes à libérer les soldats au plus tard le 1er janvier 2023. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour obtenir la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Au cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit et ils ont pris la décision de prendre certaines mesures. Autre mesure prise, la CEDEAO annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel, défini comme un instrument d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans la sous-région. Cette force sera financée par la CEDEAO. Mamadou Diouf, avec vous, on va parler de cette visite du ministre Robert Doucet. Mais avant d'aller en profondeur, on sent véritablement que Bamako est sous pression. Bamako est sous pression parce que la CEDEAO commence à être agacée par cette attitude des militaires maliens sur la question des 46 militaires ivoiriens qui restent actuellement détenus. Si vous vous rappelez, lors d'un précédent sommet, presque dans tous les médias, il avait été dit que c'était clair, les militaires allaient être libérés. Ce qui veut dire que la voie diplomatique a été utilisée, la voie de la discussion a été utilisée. C'est comme si la CEDEAO commence à vouloir montrer au Mali, mais attendez, si ce n'est pas la voie de la discussion, il reste quelle autre voie? La seule voie autre qui reste, c'est un affrontement militaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'espère que personne parmi les deux pays n'y pense. Mais l'autre voie, c'est la CEDEAO, puisque la CEDEAO s'engage actuellement sur ce dossier, revenir vers des sanctions contre le Mali. J'espère qu'on ne va pas retourner également dans cela. Mais pour éviter ces deux choses, il n'y a qu'une seule autre chose, c'est la voie diplomatique. Et dans le communiqué, c'est très clair. Bien qu'ils donnent un ultimatum, 1er janvier, ils disent en même temps qu'ils vont discuter avec le Mali pour que ces militaires soient libérés. Alors, le Togo joue la facilitation, si on peut le dire, dans ce dossier entre les frères maliens et ivoiriens. On va parler de cette visite de Robert Doucet. Qu'est-ce qui a été, selon vous, dit à Bamako? Ça va être difficile de le dire parce que M. Doucet est connu pour sa discrétion. Il est allé au Mali sans tambour ni trompette. Mais bon, comme ce n'est pas un anonyme comme moi, on l'a vu, on l'a reconnu, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères d'un pays, il ne peut pas passer inaperçu. On l'a vu même rencontrer certains responsables de l'ONU au niveau du Mali. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, après le sommet d'Abuja, il avait été dit, puisque c'est le Togo qui a mené quand même une certaine médiation depuis lors, n'oublions pas que c'est ce qui a permis de libérer les 3 femmes qui étaient dans le groupe de 49, ce qui fait qu'il y en a 46 actuellement. Et le Togo semble avoir des relations assez fluides avec les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Certainement, il part pour dire aux Maliens exactement, parce que dans le sommet, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qui se dit entre les responsables, il y a ce qu'on dit à la presse.
qui n'est pas toujours la même chose. C'est pourquoi souvent, après un sommet, on envoie quelqu'un, parce que le quelqu'un va dire quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on a entendu au niveau des médias. Et je crois qu'avec l'attitude du Togo, le Mali ne peut pas considérer le Togo comme, j'allais dire, un pays hostile par rapport au Mali. Mais espérons surtout que quand il passera le message de la CEDEAO, dont je n'ai pas la teneur pour le moment, le Mali saura entendre et comprendre ce message. Le nouveau séjour à Bamako de Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, s'est plutôt bien passé. Il nous connaît et nous le connaissons. Il a choisi les mots pour parler comment c'est un officiel malien. On est toujours dans des déclarations. Pour le moment, Mamadou, on ne voit pas de faits concrets. Oui, c'est ce que je dis. Comme c'est un Malien qui le dit, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le médiateur est accepté. C'est déjà une chose. C'est déjà un acquis parce que si le médiateur n'est pas accepté, bon, quel que soit le message que le médiateur va apporter, quels que soient les mots même qu'il va utiliser, ça ne servira pas à grand-chose. M. Dussé n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène diplomatique. Il sait parfaitement quoi dire aux Maliens. Il sait comment le dire tout en transmettant le message que la CEDEAO lui a envoyé pour transmettre. Et je crois que cette réaction d'un Malien montre clairement qu'il a su faire ce qu'il fallait faire. Maintenant, la balle est dans le camp des Maliens d'ici pratiquement 3 semaines au maximum pour savoir est-ce que le Mali va continuer avec cette attitude qui consiste à dire c'est une affaire judiciaire et c'est une affaire bilatérale, c'est-à-dire c'est le Mali et la Côte d'Ivoire, donc ça ne regarde pas la CEDEAO, parce que c'est ça qu'ils appellent bilatéral, ça ne regarde pas les Nations Unies, alors que tout le monde sait que ça regarde les Nations Unies. Puisque dès le départ, tout le monde se rappelle du cafouillage au niveau des Nations Unies sur cette affaire des Ivoiriens, mais après les Nations Unies ont pris non seulement une position extrêmement claire, mais on a vu le premier responsable des Nations Unies réagir sur la question de façon tout aussi claire. Il faut que les Maliens sachent quand même où s'arrêter. Cette attitude jusqu'au boutiste ne mènera à absolument rien du tout pour le Mali. Le Mali est en train déjà de s'isoler au niveau de la scène internationale. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt à continuer à garder ces Ivoiriens au niveau du Mali. Alors, selon des sources, les Maliens souhaiteraient des rapprochements francs avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez une autre définition aujourd'hui de cette affaire? Est-ce que le Mali ou encore la Côte d'Ivoire les deux souhaitent une collaboration franche avant la libération des 46 soldats et même après? Quand vous écoutez les officiels maliens, tout comme les officiels ivoiriens parler, ils font tous l'effort d'éviter de mettre le peuple dedans. Dans les déclarations, vous voyez toujours le peuple malien, ami du peuple ivoirien, ou bien le peuple ivoirien, frère du peuple malien. Des deux côtés. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au sommet, c'est là où il y a des problèmes. Maintenant, est-ce que c'est à cause des égos de quelques individus qu'on va mettre en péril les relations entre deux peuples? J'espère au moins que les populations maliennes comprennent, que les populations ivoiriennes comprennent et qu'elles ne se laisseront pas emporter par les égos de deux personnes qui, pour régler leur propre conflit, sont en train d'utiliser d'autres voies qui auraient pu mener deux peuples à vouloir peut-être être en conflit. Et quand vous regardez les réactions de part et d'autre, généralement, les populations disent qu'il faut utiliser la voie du dialogue pour régler le problème. Il y a même des témoignages de familles de soldats ivoiriens où vous voyez des membres de famille, des gens qui sont affectés, des gens qui sont touchés par la chose, qui ne réclament pas une intervention militaire, mais qui demandent à ce qu'ils soient libérés. Il y a un même qui dit la femme est là, les enfants sont là, si on pouvait laisser ces soldats ne serait-ce que rentrer d'ici Noël, la présence du père va ressembler à l'arrivée du Père Noël pour les enfants. Ça prend tout son sens. Demain, on sera le 10 décembre. Ça fera 5 mois exactement, puisqu'ils ont été arrêtés le 10 juillet. Il faut qu'on sache dans quoi on est. Tantôt, on est dans de la diplomatie, où on négocie. Tantôt, on nous dit on est dans le judiciaire, où il y a le parquet général qui est là. Qu'est-ce que le parquet va faire? On va dire qu'il y a un non-lieu, on va les condamner. On les accuse d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. S'il faut les condamner, ça sera quelle peine? Ça ne sera pas une petite peine. Mais en ce moment, comme l'a dit un professeur de droit d'Abidjan, l'erreur, pour ne pas dire la sottise, c'est de n'avoir pas mis très tôt sur cette affaire des diplomates chevronnés. Si on avait mis des diplomates chevronnés dans cette affaire, on n'en parlerait pas
le problème allait être réglé depuis le départ. Puisque les Nations Unies avaient fini par reconnaître qu'il y a eu un certain nombre de petites difficultés, de dysfonctionnements qui ont amené cette chose. Mais avec des diplomates chevronnés, on s'en serait sorti depuis longtemps. Mais quand vous voyez des gens qui font des déclarations incendiaires, qui profitent de la situation pour régler d'autres comptes, mais voilà ce à quoi ça aboutit. On risque encore de voir le Mali en train de vouloir affronter au moins la CEDEAO, sinon plus, parce que l'ONU également commence à être exaspérée. Si vous avez entendu la façon dont Guterres a parlé lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était pour dire aux Maliens carrément, il faut savoir où s'arrêter. Justement, il y a eu cette réaction de Antonio Guterres. Il y avait la réaction également de la CEDEAO par le truchement de son président en exercice, Umaru Sissoko Embalo. Il y a eu d'autres réactions également. On a entendu le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et d'autres également. Aujourd'hui, le Mali est obligé de faire quelque chose. Mais la balle est dans le camp du Mali. C'est tout le problème. Puisque le Mali a demandé à un certain moment dans les négociations qu'on puisse extrader un certain nombre de responsables politiques qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde sait que cette demande n'avait presque aucune chance d'aboutir. Aucune chance. Et si vous regardez, vous n'avez vu personne soutenir cette demande des Maliens. De sorte qu'actuellement, il y a encore des contacts directs, mais il paraît que cette fois-ci, on parle moins des otages, on parle plutôt de relations amicales entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi attendre 5 mois pour revenir à ce par quoi on devait commencer? Parce que ça va laisser des traces dans les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Même si on les voit comme ils savent le faire, se retrouver, se faire l'accolade et tout, ça ne sera jamais vrai. Ça va laisser des traces entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors que vous avez deux peuples qui, sur une certaine partie, ce qu'on appelle le Mandé, vous avez exactement les mêmes peuples qui parlent la même langue. C'est la colonisation qui les a divisés. Est-ce que nous, on va suivre la colonisation au point que ce peuple-là, divisé par la colonisation, se retrouve en conflit? Mais ça n'a aucune logique. On a des ressorts africains qu'on aurait pu facilement utiliser et résoudre ce problème-là, sans pour autant même faire intervenir ni la CEDEAO, ni les Nations Unies ou quoi que ce soit, encore moins en arriver à plusieurs sommets où à chaque fois qu'on se rencontre, il faut poser ce problème des 46 soldats maliens jusqu'à ce qu'on s'approche encore d'une CEDEAO qui sera braquée contre le Mali. Encore une fois, je ne vois pas du tout qu'est-ce que le Mali gagne dans cette affaire-là. On va parler de l'ultimatum de la CEDEAO également. Alors, si le Mali ne libère pas les 46 militaires ivoiriens, selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Sanctions ou la CEDEAO va agir autrement? Bon, Aliou Touré, qui parlait tout à l'heure au nom de la CEDEAO, n'a pas utilisé le mot sanction. Il a dit à l'unanimité, les gens sont d'accord pour prendre des mesures. Je crois que le langage diplomatique est là. C'est clair que derrière la mesure, il y a la sanction, mais ça montre déjà que les gens ne sont pas des va-t-en-guerre. C'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est la déclaration que lui, il a faite. Le document écrit qui est sorti 48 heures après, même chose. On ne parle nulle part de sanctions. Même l'ultimatum que lui, il a dit en parlant du 1er janvier ne se trouve pas dans le document écrit. Mais ça veut dire qu'un espace est encore laissé pour la négociation. Mais il y aura un sérieux problème. La CEDEAO s'implique de plus en plus dans cette affaire, comme vous l'avez dit, avec la déclaration du président de la Guinée-Bissau. Mais finalement, plus la CEDEAO va s'impliquer, plus la CEDEAO va devoir également jouer sa carte. Et la carte de la CEDEAO, à part la sanction, c'est quelle carte? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre carte. Mais ce Mali qui est en difficulté, les magistrats étaient en grève il n'y a pas longtemps. Ils ont même boycotté la cérémonie d'ouverture des cours et tribunaux. Vous avez beaucoup d'autres corps là-bas qui menacent d'aller en grève. Mais le Mali a suffisamment de problèmes sociaux à régler. Je ne parle pas de la question sécuritaire où, malgré une première transition de 18 mois, le problème n'a pas été réglé. On est dans une deuxième transition qui a déjà fait des mois. Le problème est très loin d'être réglé puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus les Maliens, les groupes armés terroristes qui attaquent l'armée, mais c'est les groupes armés terroristes qui se battent entre eux pour posséder le territoire malien. Mais est-ce que c'est ça la priorité pour les Maliens? Faire en sorte que ceux qui devaient être avec eux pour combattre les groupes terroristes deviennent des adversaires
Mais je ne comprends pas cette stratégie, je ne comprends pas cette logique des autorités maliennes actuelles. Alors, est-ce que le Togo aussi est derrière ou bien serait derrière la CEDEAO, même s'il est dans l'espace CEDEAO? Parce que pour beaucoup d'analystes, le Togo est un pays ami. Je dis bien ami du Mali dans ses difficultés. Mais tous les pays de la CEDEAO doivent être des pays amis du Mali. Maintenant, quand il y a une difficulté, puisqu'il y en a, entre le Mali et la CEDEAO, puisque n'oublions pas que le Mali a été sanctionné par la CEDEAO, les dernières sanctions économiques et autres ont été levées, mais les sanctions concernant les premiers responsables ne sont pas levées. Le Mali est out actuellement en ce qui concerne la CEDEAO, etc. Donc il y a encore des sanctions. C'est des sanctions économiques qui avaient touché les populations qui ont été levées. Dans ces circonstances, puisque le Mali fait partie de la CEDEAO jusqu'à présent, il faut une perche. Et la perche qui a été trouvée, c'était le Togo, puisque dans les prises de position pendant le coup d'État, tout comme dans les prises de position après les 2 coups d'État, le Togo n'a pas brillé par sa prise de position. Ce qui fait qu'il y avait une opinion des autorités maliennes plutôt favorable par rapport au Togo. Les gens ont utilisé cette perche. Mais le problème, c'est que la perche risque de se casser actuellement parce que ça fait des mois que le Togo fait des efforts pour résoudre ce problème-là sur le plan diplomatique. Mais il faut que les Maliens comprennent que, bon, vous avez une perche, prenez-la. Parce que si vous ne la prenez pas, quand la perche ne sera plus là, je ne sais pas avec quoi vous allez trouver une solution diplomatique. Au même moment, quand on fait les analyses, Mamadou, entre-temps, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, est passé par l'ONU alors que le Togo menait l'affaire. Oui, puisque n'oubliez pas que le président ivoirien est dans une situation extrêmement difficile. Puisque ce sont ses soldats qui sont retenus. Donc c'est à lui que les Ivoiriens s'adressent pour lui demander que les soldats soient libérés. C'est à lui que les familles s'adressent pour que les membres de leur famille qui sont retenus soient libérés. Il n'est pas dans la même posture. On l'accuse également de vouloir déstabiliser un pays. On l'accuse d'être le bras armé de la France. C'est pourquoi j'ai dit on met plein d'autres choses dans cette affaire des 46 soldats qui créent plus de difficultés au lieu d'apporter une solution. Le président ivoirien également a son honneur à défendre, l'honneur de son pays à défendre. Vous avez vu la dernière attitude de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a décidé de ramener ces pratiquement 900 soldats qui étaient au Mali. Au lieu de renouveler, ils n'ont pas renouvelé. Mais en plus ils n'ont pas renouvelé, les soldats qui sont là-bas vont finir leur mission et puis rentrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soldats sur le sol malien. Je ne crois pas que ça soit une bonne chose parce que la Côte d'Ivoire, même si elle est moins concernée que le Mali, est déjà concernée par les groupes armés terroristes. Il y a un procès en cours là-bas actuellement. Ouais. Dans le procès, ceux qu'on poursuit, ceux-là viennent du Mali, ceux-là sont passés par le Mali. Mais pour dire qu'il y a un lien aujourd'hui qui fait que, à cause au moins de la question des groupes armés terroristes, tous les pays, au moins de la CEDEAO, doivent se mettre ensemble pour résoudre ce problème. Et pour ce faire, il faut quand même laisser de côté ces querelles, j'allais dire, de borne-fontaine, qui pour moi n'ont aucune importance face à ce qui fait la réalité aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mamadou Diouf, merci infini à vous. Vous êtes éditorialiste. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.